Rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parrain. Il me fait plaisir de t'accueillir à ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui, je t'emmène au cœur d'une vérité universelle. Bon, universelle est peut-être un grand mot. Je te dirais d'abord, en toute simplicité, d'une vérité très personnelle, mais que je prône, que j'incarne, que j'inculque aux gens qui croisent ma route et avec lesquels j'ai la chance de vivre l'aventure de l'écriture. Cette grande vérité, elle est tout simplement d'apprendre à faire confiance au processus. C'est simple, hein, dit comme ça. On va voir de l'autre côté du thème pour quelle raison. C'est pas toujours si évident. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. La thématique du présent épisode s'est imposée d'elle-même suite à un atelier d'écriture que j'ai offert en présentiel il y a quelques jours en compagnie de 25 personnes dans un lieu féerique, dans une petite église ici dans les cantons de l'Est à Austin. Euh, et au cours duquel l'atelier, j'ai vu dans le regard des gens présents des mini-doutes parsemés l'étincelle de leur regard alors que je leur exprimais, que je leur présentais les thématiques d'écriture sur lesquelles on allait travailler. C'est à l'invitation d'un comité ici en Estrie que je me suis présenté à la petite église. Ça faisait longtemps que je n'avais pas offert d'atelier d'écriture en présentiel. Tu le sais, j'en offre à tous les mois sur Zoom. Alors, sur plateforme numérique, on est toujours lors de ces ateliers aux alentours de 150 participants en moyenne. Là, de le faire en présentiel, j'avais hâte de voir d'autant plus que la formule, et là, pense pas que c'est la norme, hein, mais que la formule, pour cette fois-là, en était une de gratuité parce que mon intention était d'aider un comité qui tente, en fait, qui tente, qui réussit très bien depuis quelques mois à revaloriser une ancienne église qu'ils ont transformée en lieu culturel. Et ça, ben, c'était ma façon à moi. C'était ma contribution au développement de l'infrastructure, de l'endroit, parce que c'est tout simplement magnifique. Faire confiance au processus. Lors de cet atelier, les participants qui étaient devant moi, je les ai emmenés dans un processus d'écriture multisensoriel, des trucs que je ne peux pas tout le temps faire, évidemment, à l'écran. Alors, pour l'occasion, il y avait évidemment une image qui venait supporter la thématique d'écriture. Je me suis permis d'y ajouter une musique, une trame, pour venir brasser un peu les émotions, aller chercher des ancrages à d'autres niveaux. Mais avant d'attaquer les deux ateliers, en fait les deux thématiques que je leur ai proposées, j'avais été faire un tour dans un magasin pour acheter des éléments à déguster. Le premier exercice était tout simplement de déballer un caramel. Tu sais, les petits caramels Kraft, les petits caramels, alors les bonbons caramel. Ils devaient le déballer, s'imprégner du moment et après ça, glisser dans leur bouche. Ils mordre doucement et en pleine conscience. Juste réaliser tout ce qui se passait dans leur corps. Et une fois que ça s'était fait, là, que je sentais que c'était bien placé, 3 minutes d'écriture, juste trois, sur lesquelles ils devaient venir me déposer ce que cela leur avait procuré comme sensation. Quels souvenirs étaient remontés à la surface? Qu'est-ce que c'est venu créer à l'intérieur d'eux? Certains ont écrit sur des souvenirs qui leur sont revenus, des souvenirs d'enfance, d'autres sur le processus de mastication, sur le caramel qui collait au palais, sur le bruit du papier qui, à l'ouverture,
les a fatigués, sur la difficulté qu'ils ont eu à ouvrir les caramels. Bref, il y avait autant d'angles que de personnes dans l'église, en fait, dans l'atelier. Et une fois qu'on avait titillé les sens, ben là, on entrait dans la période d'écriture. J'avais choisi la thématique de l'enfance parce que c'est un sujet qui est universel et parce que j'ai maintenant assez d'expérience pour savoir que lorsque je propose une activité, ben je sais dans quel schème d'émotion je vais emmener les gens avec moi. Euh, je sais à quel genre de rendez-vous je vais les convier. Le premier exercice a été effectué avec en fond de toile une photo de toutou, un toutou tout seul, un nounours. La musique était une trame au piano, mélancolique. Là, tu le sais. Tu te doutes bien de quel genre d'émotion, quel genre de texte c'est venu chercher. Le plus bel exemple, et là, quand je te dis que les gens me jetaient des regards, là, c'est qu'ils se demandaient, mais le lien entre le caramel, entre la musique, entre l'image, est-ce que tu nous imposes comme thème dans un si court laps de temps, 10 minutes? En quoi, en quoi nous, ça peut nous aider? Il faut savoir que dans la salle, il y avait des habitués des ateliers d'écriture qui me faisaient un petit peu plus confiance, mais il y avait presque la moitié de la salle qui était de nouvelles personnes. Et là, je le voyais, c'était à trancher, là. Alors que les étudiants, les participants habituels de l'atelier au décompte du 5, du 4, du 3, du 2 et du 1 se mettaient en action spontanément, ben pour ceux qui ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, ben là, on entendait la roulette du hamster tourner, puis le hamster qui tournait à l'intérieur. J'ai pu observer les gens jeter un regard au ciel. Et c'est pas parce qu'on était dans une église, c'est tout simplement que lorsque les yeux tournent vers le haut, en fait, c'est comme si on allait chercher dans le grenier, hein. C'est comme si on rentrait dans notre. C'est comme si on rentrait dans notre conscience, en fait, dans notre cartésien, puis qu'on allait chercher des repères, là, quelque chose pour s'accrocher parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Euh, et là, ben, ce que je leur disais, c'est faites confiance, faites-moi confiance, et on verra où ça nous mènera. Premier exercice terminé, partage des textes. Je savais qu'on s'en allait là, et c'est là où on est allé. Deuxième texte, un petit bonbon, hyper, ben, à la limite surette, là, quelque chose de trop sucré, là, de ces bonbons chimiques, sans aucune valeur ajoutée nutritive, mais qui nous ramènent dans l'enfance, dans les petits bonbons qu'on s'achetait à pas grand sou à l'époque. Et puis là, je l'ai vu dans le visage déjà. Les physionomies ont changé. Je les ai emmenés par la suite sur une musique entraînante, une musique joviale, une musique stimulante. Et à l'écran, pour remplacer le petit toutou, à la limite, dans des couleurs tristes, il y avait une jeune fille, les mains peintes dans les mains, au niveau du visage, avec un air désinvolte total, défiant la vie, défiant l'autorité. Et encore une fois, ils ont dû faire le 3 minutes d'exercice d'écriture sur ce que le petit bonbon leur a emmené. Et après ça, on est rentré dans un 10 minutes d'écriture sur ce que la musique et la photo proposée leur faisaient vivre. Tu te doutes bien qu'on n'était pas du tout à la même place. Et là, tranquillement, dans les partages, lors du premier texte, une participante, Thérèse, nous avait fait la lecture de son texte avec beaucoup d'émotion. Quand je te dis faire confiance au processus, là, on va en reparler un petit peu plus tard. Là, c'est un élément isolé. Mais lors de son premier texte, Thérèse nous a ramenés dans son enfance sur des éléments un peu plus douloureux et elle nous a raconté, en fait, et on a compris qu'il lui était arrivé des choses et que l'image de la mère qu'elle avait était pas une image qu'elle souhaitait répéter, qu'elle souhaitait perpétuer. Alors, que ce soit sa mère ou sa grand-mère, clairement, les expériences maternelles n'ont pas été à la hauteur de ses attentes d'enfant, de ses besoins d'enfant. Et en grandissant, Thérèse s'était promis de ne pas devenir ce genre de personne. Lorsqu'elle nous a lu son texte, Thérèse, qui a franchi le cap des 80 ans, hum, s'est présentée à nous, mais dans le corps de la petite Thérèse de 7-8 ans. Les mots qu'elle employait, les émotions qu'elle transportait,
n'était pas celle d'une dame de 80. C'était celle d'une jeune fille qui, en fait, Thérèse a réussi à replonger dans son histoire et nous y amener. Quand on a basculé de l'autre côté, tu le sais, j'aime jouer sur l'ombre et la lumière, mais jamais je vais laisser des gens sur une impression d'ombre ou sur une détresse. Ce qu'on veut, c'est s'amuser dans le schème des émotions. Lorsque on a terminé le deuxième exercice, plusieurs personnes ont partagé leur texte avec les autres. Et là, ben, je me suis permis de demander à Thérèse de nous emmener dans son deuxième texte. Et elle s'est exécutée. Dans son deuxième texte, elle était dans sa posture de maman, dans sa posture de grand-maman. Et elle nous racontait des souvenirs heureux vécus avec ses enfants, des moments où elle s'est permis d'être fofolle, où elle s'est octroyée plein de liberté, où elle s'est présentée à ses enfants et à ses petits-enfants dans une posture de maman et de grand-maman cool. Premier exercice, Thérèse était refermée sur elle. Deuxième exercice en ouverture totale. En 1 heure, on a fait ce voyage-là du plan A au plan B. Alors, d'une destination à une autre. Ça s'est fait en douceur, ça s'est fait en légèreté, ça s'est fait en ouverture. Faire confiance au processus, c'est des fois accepter de ne pas comprendre ce qui nous est proposé et avoir confiance en la personne qui nous le propose et avoir confiance en sa capacité à se mettre en action pour en arriver à un résultat très souvent inespéré. Faire confiance au processus, je le vis moi dans la formation. J'ai une formation que j'offre en ligne pour les gens qui souhaitent se lancer. Alors, les aspirants auteurs, ceux qui tremblent de partout à l'idée de se lancer dans un projet, ceux qui sont avancés dans un projet et qui stagnent, alors ils ne savent plus du tout où ils sont rendus, où ils doivent aller, parce que les syndromes, les peurs, les obstacles leur semblent trop gros à surmonter. Et il y a ceux qui sont en bout de ligne, là, sur le point de terminer. Et pour, et pour plein de petites raisons. Mais la principale étant que souvent, ils ont la croyance que ce ne sont pas le genre de personnes qui sont capables d'aller au bout d'un projet. Bien, ils sont en train de s'auto-saboter avant de réaliser le projet. Et là, plusieurs viennent à moi et me disent, Jérémy, moi, j'ai besoin d'un coaching en individuel avec toi. Je veux travailler avec toi en coaching privé. Maintenant, en 9 cas sur 10, je décline les demandes d'accompagnement en privé. Est-ce que c'est une bonne décision financière? Pas du tout. Pas du tout. Je peux te le dire tout de suite, là. Les gens qui maintenant viennent avec moi en privé et avec lesquels je m'engage à partir de l'idée à la publication, et on termine ça avec les 100 premiers exemplaires du livre entre les mains de l'auteur et dans un espace-temps de 0,12 mois parce que maintenant, c'est ce que je fais. Je le sais, j'en ai accompagné tellement et j'ai des collaborateurs hors pair. Alors, on a le contrôle des échéanciers, des planifications et j'ai amplement confiance en ma capacité de les aider. De 0,12 mois. Je pourrais en faire, honnêtement, là, beaucoup de clients comme ça par année. J'ai décidé d'en faire le moins possible parce que moi, ce que je veux, c'est démocratiser l'accès à l'écriture et je veux dénouer des liens et je veux que ça se fasse au-delà de l'écriture. Alors, si travailler avec moi en privé, ben, ça peut varier entre 5 et 10 000 quand on y va pour le projet total. Ben, ce que j'ai maintenant comme réflexe, parce que je fais moi aussi confiance au processus, c'est de leur dire, avant de travailler en privé avec moi, je t'invite à passer par la formation que j'ai créée en ligne. Parce que si on commence tout de suite ensemble, toi et moi, tu vas me payer à très fort tarif pour t'aider à basculer, à surmonter, à contourner des trucs. Alors que je te le dise, moi, de 1 à 1, là, ben, ce n'est pas payant. Parce que dans le cadre d'une formation que j'ai élaborée que pour ça, ben, tu vas pouvoir le faire pour une fraction du coût. Alors, pour 350 là, tu es en mesure de tout faire ça dans le cadre d'une formation puis de le faire à ton rythme. Souvent, là, rappelle-toi, là, je ne sais même pas si tu as un projet d'écriture.
parce que le podcast ne s'adresse pas qu'aux gens qui veulent écrire. Si ce n'est pas un projet d'écriture, c'est peut-être un projet, je ne sais pas moi, de construction, de retour à l'école, un projet d'art, bref, ça t'appartient. Il n'y a que toi qui le sais, mais lorsqu'on apprend à faire du vélo, lorsqu'on dépose les mains pour la première fois sur le guidon, là, ce qu'on veut, c'est évidemment apprendre tout de suite à le faire. Lorsqu'on commence un casse-tête, on souhaite déjà l'avoir terminé. Lorsqu'on commence nos études, on a hâte de les avoir terminées. Alors, au moment même de débuter, on a hâte de finir, en ayant en tête que la finalité et la récompense est le moment de la consécration, alors que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le chemin que tu parcours entre les deux qui est la véritable aventure, qui est véritablement la plage dans laquelle tu te transformes, tu prends ton envol, tu te découvres, tu y prends plaisir. Ma femme, Julie, elle est une adepte du casse-tête. Moi, je ne suis pas capable. Mais elle a un fun fou à ouvrir la boîte et après ça, trier en fonction des couleurs, en fonction du positionnement, en fonction des motifs qu'elle va retrouver sur ses morceaux. Puis par la suite, elle va bâtir son cadre. Puis après ça, ben, elle va remplir tranquillement, un petit bout à la fois. Je ne suis pas capable, moi. Je ne suis pas capable. Moi, j'aurais le goût d'ouvrir la boîte et de terminer. Par contre, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que quand Julie s'installe pour faire un casse-tête, ben, il n'y a rien d'autre qui compte autour d'elle. Elle est dans le moment présent. Elle ne pense pas à la liste d'épicerie. Elle ne pense pas au prochain voyage, aux prochaines vacances. Elle ne pense pas euh, à préparer ses dossiers. Bref, elle n'est pas dans ce qu'elle doit faire. C'est une façon pour elle de se reconnecter, de reprendre le contrôle sur son temps. Quand les gens viennent en écriture et que je les force, à commencer par une formation autonome, ils me disent, moi, je suis ben trop avancé. Ben moi, je ne crois pas. Si le projet n'est pas commencé, si le projet est sur pause, si le projet est sur le point d'être achevé et qu'il ne l'est pas, c'est qu'il y a du travail à aller faire en amont. Peut-être que la voie la plus facile va être que je travaille avec la personne et qu'on en vienne au bout du processus. Je te l'ai dit, je suis capable de le faire. Maintenant, est-ce que c'est là où il va vraiment y avoir une véritable transformation et où la personne va aller puiser au cœur de son essence pour surmonter des blocages qui, là, pour l'instant, sont au niveau de l'écriture, mais qui, dans toutes les autres sphères de sa vie, vont revenir, là? Non. Alors, la voie facile, c'est de le faire avec moi tout de suite. 0-12 mois, livre publié, on est en lancement, la vie va bien. Maintenant, le projet par la suite, si tu n'as pas pris le temps, si tu n'as pas pris le temps d'adresser tous ces obstacles-là qui se trouvaient sur ta route d'écriture, ben, ils vont arriver ailleurs. Ils vont arriver peut-être dans ta mise en marché. Ils vont arriver dans un nouveau projet. Ils vont revenir dans le cadre d'un deuxième livre. Peut-être que oui, peut-être que non. Faire confiance au processus sur une base personnelle. Lors de l'atelier à Austin, et c'est un moment qui m'a vraiment fait rire, qui m'a même un peu déstabilisé. Alors qu'on terminait l'atelier, il y a quelqu'un qui a levé la main, une dame. Elle est présidente du comité culturel de la municipalité. Et elle m'a dit, Monsieur Parent, l'atelier que vous venez d'offrir aujourd'hui est un atelier gratuit. Et vous nous avez mentionné tout à l'heure que vous offriez à chaque mois des ateliers d'écriture gratuits sur le web. Ce à quoi je lui ai répondu oui. Et là, la question qui m'a un peu déstabilisé a été, mais si vous offrez tout gratuitement, comment faites-vous pour gagner votre vie? Et là, je me suis rendu compte de la perception. D'abord, c'est rare qu'une personne offre gratuitement des choses, mais il faut savoir que ce que j'offre, ce sont des outils vers une mise en action. Les gens ont toujours besoin de plus. Pour moi, offrir, c'est recevoir aussi. Lorsque j'organise une activité comme celui d'Austin, ben, je reçois. Lorsque j'organise une activité d'écriture en ligne et que les gens sortent de leur coquille en prenant la parole, sortent de leur coquille en partageant leur texte dans le groupe d'écriture, sortent de leur coquille juste en étant présents, ben moi, c'est un humain de plus. C'est un humain de plus qui se transforme, qui grandit, qui s'épanouit. Ma mission à moi n'est pas une d'écriture. Ma mission à moi, ultimement, elle en est une
Et tu le sais, je te l'ai dit, moi, ma plus grande mission, c'est qu'un maximum d'humains qui auront croisé ma vie, à la fin de leur parcours, au moment de prendre leur dernier grand souffle, lorsqu'ils vont fermer leurs yeux, ils pourront dire, je suis fier de ce que j'ai accompli. Ils auront donné un sens à leur passage sur Terre. L'écriture est ma façon à moi de les emmener vers cette introspection-là. La formation dont je te parle, la formation autonome, sur les 10 semaines que ça dure, sur les 10 chapitres qui se déploient, ben, les 4 premiers sont sur qui tu es, qui tu as été. Et après ça, on s'en va vers qui tu es et qui tu veux devenir. Ce processus d'écriture de livre est un processus de réécriture de ta trajectoire comme humain. Lorsque tu te projettes dans l'histoire que tu vas vouloir raconter à la fin de ta vie, ben, tu viens poser des jalons, tu viens poser des marqueurs de satisfaction, des marqueurs de transformation que tu pourras juste plus contourner après. Si moi, je le sais qu'à la fin de mes jours, je vais avoir aidé un maximum d'humains à être fiers de leur histoire, à se réconcilier avec leur histoire, puis à donner un sens à leur passage sur Terre, ben, je dois me commettre en ce sens-là. Et est-ce que si par exemple, je décidais de ne plus offrir, si ma réponse, là, si ma réaction à la question de la dame avait été ben, vous avez raison, vous avez raison, comment je vais faire pour gagner ma vie si je donne tout? Je donne plus rien. Si je fais ça, là, si j'avais décidé de faire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui me disent, mais voyons, Jérémy, comment tu fais pour offrir encore à chaque mois des ateliers d'écriture gratuits alors que tu en as à vendre? C'est que ce n'est pas la même chose. Ça ne répond pas aux mêmes besoins. Euh, si je n'avais pas à faire, si j'avais cessé d'offrir des ateliers d'écriture gratuits, je me serais privé. Et là, c'est hyper égoïste dans ce que je veux dire, là, mais je me serais privé de la rencontre de toutes ces personnes-là. C'est tout près de 4000 personnes, là. C'est du monde en tabarouette dans une salle, 4000 personnes. C'est une bonne portion du Centre Bell de rempli, là. On ne le voit pas en ligne, on ne réalise pas. Mais quand on s'imagine ces gens-là dans une salle, on fait Oh my God. Et là, le vertige nous prend, me prend. Je vais parler pour moi. Euh, alors, je me serais privé de ces rencontres-là. J'aurais privé des gens de leur lumière. J'aurais privé les gens d'une mise en action spontanée. Je me serais privé des gens qui constituent maintenant une communauté d'écriture inspirante. Je me serais privé de ce que j'ai vécu à Austin dans le cadre de l'atelier. Parce que tu sais quoi, dans l'atelier, dans les participants à l'atelier, on retrouvait Anne, on retrouvait Sophie et on retrouvait Hélène. Anne, Sophie et Hélène, en fait, Anne qui habite maintenant en Estrie et qui est celle qui m'a lancé l'invitation, ben, sont 3 de mes collègues, 3 de mes anciennes collègues, alors que je travaillais au Carrefour Jeunesse Emploi au tournant du début des années 2000. Sophie, qui était assise à la table en avant de moi à côté d'Hélène. Sophie est la conseillère en emploi qui m'a accueilli au Carrefour Jeunesse Emploi au moment où je venais de quitter l'université, je venais de décrocher de l'université et que je travaillais l'été. En fait, que je travaillais dans une shop à rouler des tapis. Un moment où je ne savais plus ce que je voulais, ce que je valais, où je m'en allais. Et Sophie a contribué à me reconstruire dans une posture, en fait, de fierté, dans une posture de confiance, dans une posture d'espoir. Et elle et les autres membres et ses collègues m'ont aidé à faire ça. Et puis là, ce qui est plus drôle, c'est qu'à la toute fin de l'atelier d'écriture à Astin, les gens sont venus prendre des photos avec moi. Et j'ai une super belle photo avec Anne, Hélène et Sophie. Sophie qui pose sa main sur mon cœur et qui, à la blague, a lancé Tu peux-tu croire que je t'ai aidé, que j'ai façonné ça, moi, une partie de ce que tu es devenu aujourd'hui, tu sais. Elle n'avait pas d'idée. Elle ne le savait pas avant d'être à l'atelier de ce qui se passait dans ma vie, de ce que j'allais faire sur scène. Elle était là pour l'amitié, la curiosité. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Mais au final, cet atelier gratuit m'a permis de refaire un tour, un saut dans le temps et de revoir des personnes qui ont été significatives pour moi, personnes que je n'aurais pas pensé spontanément appeler et de leur dire Hey, est-ce qu'on va prendre un café ensemble? Il me semble que ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Alors, faire confiance au processus, c'est ça. Faire confiance au processus, ben, les ateliers gratuits que j'offre ont fait en sorte que j'ai maintenant 250 étudiants avec moi.
dans ma formation jusqu'à maintenant et ça fait juste 1 an et quelques mois qu'elle existe. J'ai eu 3 cohortes d'écriture. Attends, 4 cohortes d'écriture. J'en suis à l'organisation de ma 3e retraite d'écriture. Déjà, pour l'automne, je suis sollicité au début du mois de juin 2023. Je ne sais pas à quel moment toi tu vas intercepter le podcast, mais en juin 2023, le 4 juin, le 6 juin, le 15 juin et le 16 juin, j'aurai assisté à 4 lancements de livres d'auteurs que j'ai accompagnés. Entre ça, le 9, 10 et 11, j'aurai tenu ma 3e retraite d'écriture. Ce n'est qu'abondance. Offrir fait qu'on reçoit. Je t'ai parlé dans le dernier épisode de podcast du lancement de Mary O'Brien au Nouveau-Brunswick et de l'amour que j'ai développé pour l'Acadie. Eh bien, Marie m'a envoyé une découpure de presse cette semaine, puisqu'un journaliste de l'Acadie a couvert l'événement et avec beaucoup de gentillesse et de délicatesse, il a souligné ma présence en Acadie. Et l'importance que maintenant ce peuple-là, pour moi, ces racines-là identitaires très fortes. J'ai reçu plein de courriels de gens du Nouveau-Brunswick. Je sais que je vais travailler beaucoup avec les gens de l'Acadie dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, et que ce se fera sur fond d'écriture. Bref, faire confiance au processus, c'est décider de se mettre en action, c'est faire confiance que les bonnes personnes vont se présenter. C'est faire confiance à la vie aussi que même si la première étape qui nous est offerte n'est pas celle que l'on souhaite, ben c'est la bonne au moment où elle arrive. Le lendemain de l'atelier d'écriture à Austin, j'étais dans un marché au marais de la rivière aux Cerises, ici à Magog, encore une fois en Estrie. C'est un marché artisanal, un marché printanier. C'est la première fois que je participais à un tel marché. Et pour mettre en valeur les livres des auteurs que j'accompagne, je me suis acheté un support étagé, un peu comme on le voyait à l'époque. Bon, là, brin de nostalgie des amis ici, là, mais à l'époque des disquaires ou des vinyles, ou en fait, ce à quoi on a accès, c'est la pochette du CD, du livre ou de la cassette, hein, parce qu'il y a déjà eu des cassettes. Et tout ça, c'est fait. Tu pourras aller voir sur mes médias sociaux, j'ai mis quelques photos. Mais c'est la première fois où je réalisais que les 21 livres que j'avais devant moi, là, ben, ils faisaient partie de mon écosystème. Et qu'au-delà de tout ça, quand les gens arrivaient à mon kiosque et me disaient, mais tel livre, il parle de quoi? Mon premier réflexe, n'était pas de dire, ce livre-là parle de, de telle chose, mais plutôt, ce livre-là parle de telle personne. Là où les gens voient des livres, moi, je vois des humains. Là où ils voient des histoires, moi, je vois des parcours. Je me souviens des espaces de coaching. Je me souviens des commentaires échangés dans la plateforme de formation. Je me souviens de leur prise de parole lors d'un atelier gratuit auquel ils ont assisté. Chacun des livres est porteur d'une parcelle d'éternité avec un auteur. Et même si là, je te parle de livres et que dans la relation qui nous unit ou qui nous unira éventuellement, il n'y a pas de livre, chaque souvenir, chaque échange, chaque commentaire fait partie de la richesse de mon univers. Faire confiance au processus, c'est savoir qu'on est à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Même si ce n'est pas évident, même si ce n'est pas là où on voudrait être. Sur Sortir de l'ombre et briller, je t'en ai parlé, la page couverture de mon livre, il y a une citation qui dit que c'est pas parce qu'on ne peut pas réécrire le début de notre histoire qu'on ne peut pas en décider la suite. Je t'ai aussi mentionné les raisons pour lesquelles je ne suis plus en accord avec cette affirmation-là, que maintenant, je suis profondément convaincu qu'on peut réécrire le début de notre histoire. Je te l'ai dit, on ne peut pas réécrire les faits. Si un accident est survenu, l'accident est survenu. Maintenant, quelle leçon j'en ai tiré? De quelle façon j'ai réagi? Aujourd'hui, au moment où on s'en parle, si cet événement-là est arrivé il y a 20 ans, quelle relecture je peux en faire? Comment je peux recadrer? Quelle part de responsabilité je dois prendre ou non? Quelle part de lâcher-prise je dois exercer pour que cet événement-là qui est survenu ne vienne plus teinter qui je suis?
Ce n'est pas l'événement qui nous définit, c'est notre réponse à l'événement et c'est la succession de ces choix-là qui fait en sorte qu'on est qui on est aujourd'hui. Si on peut mettre sur le dos de nos parents, de nos amis, du système scolaire, de la société qui on est aujourd'hui, et je ne dis pas que c'est correct, hein. Je dis juste que c'est un réflexe qu'on peut avoir. Si c'est la posture dans laquelle tu te retrouves, là, que le matin, quand tu te regardes ou que tu te lèves et que tu regardes autour de toi et tu te dis que tout ce qui t'arrive là, c'est pas de ta faute, là, ou quitter aujourd'hui, c'est pas de ta faute, mais sache que la prochaine décision que tu vas prendre, le prochain changement que tu vas opérer, ça fait partie de qui tu es et des choix que tu fais consciemment qui vont définir qui tu vas être dans une semaine, qui vont définir qui tu vas être dans un mois, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et à la fin de ta vie. Si tu ne veux pas prendre la responsabilité de ce qui t'est arrivé jusqu'à maintenant, assume qu'au moment où tu entends ma voix, c'est la première journée de cette nouvelle vie-là et que chacun des éléments qui vont arriver par la suite sont des éléments que tu vas venir teinter par les choix que tu prends. Faire confiance au processus, ben, c'est ça aussi. C'est pas toujours facile, mais c'est être conscient que ce qui est arrivé pour une raison. Tu l'as senti, l'hésitation, là. S'il est arrivé des éléments très difficiles, et Dieu sait que j'accompagne des auteurs qui ont vécu des trucs pas faciles, on ne viendra jamais justifier l'événement, mais on se doit de reprendre le contrôle sur la place qu'occupe cet événement-là dans notre vie, parce que c'est nous qui ultimement décidons de lui laisser de la place. Et après ça, ben, une fois qu'on recadre, ben, on avance, on réapprend et on fait confiance. Alors sur ce, ben, faire confiance au processus. Comment tu le reçois? Dans quel cadre tu trouves que ça te concerne? De quelle façon tu peux l'appliquer dans ton quotidien? Quelle est la dernière fois où volontairement tu as décidé de faire confiance au processus? Ou encore, prends le temps de m'écrire Jérémy à commercial legardiendephare.com ou viens faire un tour sur ma page Facebook, peu importe la plateforme, et viens me dire, viens me raconter quelle grande décision tu as prise ou quelle situation est survenue dans laquelle tu t'es retrouvé et dont tu as douté et où tu n'as pas fait et où tu ne voulais surtout pas faire confiance au processus et au final, le temps, l'écoulement du temps ou le parachèvement des étapes t'aura prouvé le contraire et t'aura réalisé. Moi, dans le cadre de la formation d'écriture dont je te parle, là, je sais qu'au chapitre 4, quand les gens arrivent à cet exercice-là, il y a une espèce de joie qui s'installe. Au chapitre 5, il y a une transition qui s'opère. Et quand ils arrivent au chapitre 6, dans le trois quarts des cas, il y a de la frustration. Et je le sais. Et là, je les entends dire, bordel de merde, pourquoi il me ramène encore là? Pourquoi il faut que je fasse ça? Il me semble que je viens de le faire. Et ça, c'est les commentaires que je reçois à chaud lorsque les gens y arrivent. Maintenant, une semaine plus tard, des fois, c'est juste quelques heures plus tard, mais quelques heures, quelques jours, quelques semaines plus tard, les gens m'écrivent en me disant ah, je viens de comprendre. Là, tu m'as eu, mais j'ai compris. Et j'aurais dû faire confiance au processus. J'aurais dû te faire confiance. Alors, sur ce, ben écoute, merci d'avoir été avec moi encore une fois aujourd'hui. J'ai déjà hâte de te retrouver dans le prochain épisode. Et d'ici là, ben, je t'aime, je t'embrasse et on se revoit très bientôt. Bye bye.